Bonsoir à tous et bienvenue à la Cité de l'économie. Euh, Nous sommes un jeune musée que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas encore, dédié donc à la découverte de l'économie pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'est un musée qui est accessible dès 6 ans et il est unique en Europe, c'est le premier de son genre. Et vous pouvez découvrir le parcours permanent tout au long de la soirée. Chaque premier jeudi du mois, on organise une nocturne donc avec plusieurs événements gratuits pour croiser les regards entre l'économie et les grands enjeux de société. Et ce soir, nous sommes très heureux d'organiser cette soirée en partenariat avec l'Institut français de la mode, dont j'accueille le directeur. Et je remercie chaleureusement pour son engagement à nos côtés, cette merveilleuse institution. La mode est souvent perçue comme un moyen de création artistique, un monde de rêve, mais elle est aussi un secteur économique majeur, profondément ancré dans les dynamiques de la mondialisation. En effet, elle représente plus de 2000 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'échelle mondiale. Elle emploie des dizaines de millions de personnes à travers le monde, de la production textile à la distribution, en passant par la logistique, le marketing, la création et la gestion des déchets. En France, la filière mode et luxe pesait 3,1% de notre PIB en 2022 et elle constitue l'un des premiers secteurs exportateurs précieux pour notre balance commerciale. Mais au-delà des chiffres, la mode illustre parfaitement les tensions à l'œuvre dans la mondialisation entre standardisation et valorisation de savoir-faire locaux, d'identité culturelle. C'est précisément ce que nous explorerons ce soir dans cette conférence qui décrypte les transformations profondes de cette industrie. En parallèle, sachez qu'à l'étage, il y a des ateliers de réparation créative qui sont proposés à 18h et à 20h, conduits par Esther Vanacker, professeure à l'IFM, et les étudiants de l'IFM. Leur engagement permet de donner une dimension concrète et participative à une autre facette de l'économie de la mode, celle de la durabilité, de la réutilisation. Apprendre à transformer ses propres habits, c'est aussi reprendre la main sur sa consommation et interroger nos modèles économiques. Merci beaucoup à nos intervenants, Gildas Mainviel, qui prendra la parole d'abord, puis Milly de la Valette, Adrien Camarty et Daniel Aïtouganov. Merci aussi à nos interlocuteurs de l'IFM qui ont organisé avec enthousiasme cette soirée avec nous, Franck Delpal, directeur du Master d'économie de la mode et du luxe, et Marie Schneier, directrice des relations publiques, Scheiner. Je vous souhaite une excellente conférence et je passe la parole à Xavier Romatet. Merci beaucoup. Alors, je découvre ce lieu, moi, avec des yeux totalement émerveillés. Je suis passé devant ce bâtiment centaines de fois, sans me poser la question de ce qu'il y avait derrière. Et je viens très, très brièvement d'avoir un aperçu, mais j'en reviendrai tellement c'est riche et extraordinairement insolite en plein cœur de Paris. Merci d'avoir accepté ce partenariat. On parle beaucoup de mode, surtout depuis lundi. Pourquoi lundi? Parce que c'est l'ouverture de la Fashion Week de Paris. Et d'ailleurs, sachez que la Fashion Week de Paris s'ouvre à l'IFM par le défilé des étudiants de l'IFM, qui est le premier défilé du calendrier officiel de la Fashion Week. Un petit mot sur l'IFM. L'IFM est une école de mode dont l'objectif est de devenir l'école de mode de référence mondiale, formant à tous les métiers de la mode. Et ça a un sens dans la mesure où, ça a été dit, Paris est la capitale de la mode. On n'est plus la capitale de grand-chose, si je peux me permettre. Mais on reste définitivement et plus que jamais la capitale de la mode. D'abord parce qu'on a la chance d'avoir des leaders mondiaux qui ont bâti des empires mondiaux dans le secteur de la mode et qui sont infiniment créateurs de beaucoup de choses, d'emplois, de richesses, d'exportation, de contribution au PIB et évidemment de financement culturel, de lien social, d'image de la France, et donc qui ont une image et une réalité matérielle et immatérielle qui est extraordinairement importante, probablement l'une des plus importantes que nous avons dans notre pays. Et puis nous avons les Fashion Week. Ces Fashion Week, ce sont les défilés de mode. Alors parfois, j'entends dire que c'est énervant, que c'est exclusif, etc. Mais là aussi, la contribution des Fashion Week, les Fashion Week de Paris sont les plus importantes. C'est là où il y a le plus de marques de mode du monde entier qui viennent présenter leur création. Et ça attire des acheteurs du monde entier.
Et donc, ça crée une activité économique très importante, à la fois pour le secteur de la mode, pour Paris et pour notre pays. Et là, on est en pleine Fashion Week qui se termine mardi prochain. Et je suis très heureux qu'à l'occasion de cette Fashion Week parisienne, on puisse aborder quelque chose qu'on n'aborde pas toujours assez, qui est l'économie de la mode. Et la contribution, vous avez cité quelques chiffres, mais il faut bien se rendre compte de l'importance économique de la mode. Alors pour parler vrai, elle est très critiquée. Elle est très critiquée parce que on dit ah bah oui mais la mode c'est accessible à une minorité. La mode c'est quelque chose qui est superflu. La mode ce n'est destiné que aux ultra riches. La mode ça produit des choses qui sont parfois clivantes, parfois critiquables. On peut dire ça. Mais on peut dire ça de toute activité artistique, de toute activité culturelle. Et je pense que la mode est à ce carrefour de l'art, de la culture, de l'économie et de la création, bien entendu. Et donc, cette position centrale, très particulière, protéiforme, multiforme, qui occupe dans l'histoire de notre pays, dans la culture de notre pays, une place qui est tout à fait à part, est quelque chose qui mérite d'être investigué sous de multiples aspects, dont ceux qui vont vous être proposés aujourd'hui. Et je remercie les professeurs de l'IFM qui sont ici, qui vont vous donner quelques éclairages sur une partie de la réalité de ce que constitue, excusez-moi, la mode à Paris. Et je crois que il faut, en tous les cas, qu'on soit fier d'avoir cet atout, cet actif, cette force, cette puissance qui, au-delà de l'économie et de ce qu'elle représente, est un formidable vecteur d'attractivité, de rayonnement, d'image et de réputation pour notre pays. Et dans ce monde complexe, dans ce monde bouleversé, avoir des repères de cette nature, c'est quelque chose qu'il ne faut pas critiquer, mais au contraire qu'il faut encourager. Et c'est ce que nous essayons de faire à l'Institut français de la mode en attirant 1400 étudiants qui viennent du monde entier, 74 nationalités, pour pouvoir être formés à Paris à ces métiers et faire en sorte que Paris soit non seulement la capitale de la mode, mais la capitale de la formation au métier de la mode. Parce que si on forme à Paris, on contribue, un, à la solidité de notre pays, et deuxièmement, à son rayonnement par l'éducation et par la capacité à attirer et ensuite à former dans de bonnes conditions ces talents du monde entier. Donc voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Je laisse maintenant la parole à des vrais spécialistes, le spécialiste ou un des grands spécialistes de l'économie de la mode qui est Gilles Damavial. Je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous. Mon rôle ce soir, ça va être... Ça ne marche pas. Donc, je vais prendre le vôtre peut-être, si ça vous donne. Voilà, donc je le prends à la main. Très bien. Donc, mon rôle est aujourd'hui de vous présenter en 30 minutes 50 ans de mondialisation, mais vous allez voir, on va y arriver. Alors, le secteur textile-habillement est évidemment emblématique de la mondialisation. C'est un secteur qui est aussi, en quelque sorte, un laboratoire de l'économie, c'est-à-dire que ce qui se passe dans notre secteur est quelque chose qui va éventuellement préfigurer des mouvements futurs dans les autres secteurs, dans le reste de l'économie, et ça, c'est souvent vérifié, et donc ça va continuer à se vérifier. Vous parler de la mondialisation n'est pas chose aisée dans le secteur. J'ai choisi 3 angles particuliers. Nous allons articuler la présentation autour de 3 sortes de mondialisation. La mondialisation est plurielle et nous allons d'abord parler d'une mondialisation encadrée qui est celle qui va couvrir la période 1970 jusqu'au début des années 90. Mondialisation libérale au sens économique du terme et non politique, tirée par la fast fashion à partir de la fin des années 80, et cette mondialisation-là est toujours en cours aujourd'hui. Et puis la 3e et dernière mondialisation, c'est la mondialisation numérique qui arrive aujourd'hui avec l'arrivée très commentée des acteurs de l'ultra fast fashion, et on terminera par cette mondialisation. Je commence par la première date, puisque ma présentation va être
jalonnées de plusieurs dates, des dates qui vont être autant de repères et autant de ruptures et autant de moments clés dans cette évolution de la mondialisation. Je commence par 1974 avec l'accord multifibre, les fameux AMF, qui sous l'égide du GATT ont commencé par encadrer la mondialisation dans notre secteur. Il y a eu ce fameux système des quotas, donc qui a limité les importations de façon quantitative, les importations de vêtements et de textiles en provenance des pays émergents. Dans les années 70, c'était pas forcément la Chine encore, mais c'était ce qu'on appelait les dragons, donc Hong Kong, Corée, Singapour, Taïwan. Et donc, c'est une mondialisation encadrée. Les AMF, donc les accords multifilms, ne bloquent pas la mondialisation, mais elles la canalisent. Ils la canalisent, ces accords. Et on voit que finalement, cette période permet aux pays industrialisés, notamment l'Europe et la France, de se préparer, ou en tout cas aurait dû permettre aux pays comme la France de se préparer pour monter en compétitivité, travailler le design et se démarquer de la production à bas coût. Dans les années 80, il y a des accords d'association qui sont signés, et ces accords d'association sont très importants puisqu'il y a des accords d'association qui sont signés entre l'Union européenne et des pays du Maghreb comme la Tunisie ou le Maroc, et on assiste à cette régionalisation. Donc, comme je le disais, ma première partie, c'est mondialisation encadrée et régionalisation, donc avec des liens entre le textile en Europe et la confection dans les zones proches, au Maghreb, Maroc, Tunisie, mais aussi dans les pays de l'Est, puisque 89 est une date importante, puisque c'est la date de la chute du mur de Berlin, qui ouvre toute une partie de l'Europe de l'Est aux échanges entre le centre, l'Europe, et la périphérie, à la fois le Maghreb, comme je l'ai dit, mais aussi les pays de l'Est. On assiste donc à une régionalisation des échanges, et très important de mettre l'accent sur cette complémentarité qu'il y a entre la production du textile amont, c'est-à-dire les tissus, les fils, qui est faite encore en Europe, et une périphérie qui se spécialise dans la confection, sachant que dans ces années-là, on assiste d'ores et déjà à une désindustrialisation, puisqu'on est parti de la fin des années 70 avec 700 000 emplois dans l'industrie du textile habillement en France, et nous allons arriver à nos jours avec une industrie textile habillement qui tourne plutôt autour de 80 000 personnes. Industrie, mais dans la distribution, il y a à peu près aujourd'hui 200 000 personnes qui travaillent dans les services. C'est cette fameuse tertiarisation de l'économie, et la mode n'échappe pas à ce mouvement. La deuxième partie de ma présentation va concerner donc une deuxième forme de mondialisation qui vous est bien connue, c'est celle qui est libérale, tirée par ce qu'on appelle la fast fashion, et on va beaucoup plus parler de ce qu'on appelle le retail chez les consultants, c'est-à-dire la distribution, dit simplement. Donc, en 1990, date très importante, avec l'ouverture du premier magasin Zara dans le quartier de l'Opéra à Paris. Et ça a été un moment fort. La chaîne spécialisée espagnole qui a été créée par Amancio Ortega ouvre enfin en France, avec à la suite donc des ouvertures en Espagne, au Portugal et aux États-Unis. Et donc le concept de ce qu'on appelle la fast fashion, en tout cas originellement ce qui s'appelait la fast fashion, repose sur une offre mode très réactive qui suit les tendances, qui s'inspire fortement des défilés. Et les collections sont conçues en Espagne et fabriquées dans une partie proche de l'Europe. Et le modèle de la fast fashion, initialement, était un modèle qui faisait la part belle à ce qu'on appelle le sourcing de proximité, c'est-à-dire qu'on va s'approvisionner dans les régions proches des marchés. La géographie est très importante dans notre secteur. C'est un moment fort, cette année 90, également pour les distributeurs qui se sont beaucoup développés dans les régions du nord de la France, c'est-à-dire les chaînes spécialisées du nord de la France, les Etam, Pimki, Camaïeu, Promote, que vous connaissez bien. C'est un choc concurrentiel, l'arrivée de Zara, qui sera difficile à surmonter et qui est encore aujourd'hui difficile à surmonter. Du côté de la Chine, 1994, date clé, c'est à partir de 1994 que la Chine devient le premier exportateur mondial de vêtements. Et la Chine surclasse
ses voisins à cette époque-là. On ne parle plus des dragons, Hong Kong, Corée, Singapour, Taïwan, mais c'est la Chine qui prend le leadership en devenant l'usine du monde. Alors évidemment, ce changement est très important et il a un impact et participe à ce mouvement que j'évoquais tout à l'heure. Il participe à ce mouvement de désindustrialisation puisque évidemment, ça touche les confectionneurs européens, cette montée en puissance de l'empire du milieu. Rapidement, dans les années 90, pour ne pas parler que de l'Asie, il y a un événement important, c'est la signature en 96 de l'union douanière entre la Turquie et l'Union européenne. La Turquie qui s'impose à la fin des années 90 comme une zone de production très importante, un des rares pays dans l'échiquier mondial du textile-habillement qui possède une filière textile totalement intégrée, de la matière, c'est-à-dire du coton, c'est un grand producteur de coton, la Turquie, jusqu'aux produits finis, jusqu'à la confection. Donc une chaîne de valeur totalement intégrée. Et peu de pays possèdent cet avantage. On pense à l'Italie, on pense à la Chine, on pense à la France des années 70-80. Mais en tout cas, la Turquie s'impose en étant une zone de production et un marché aussi très important dans les pays du bassin méditerranéen. Autre ouverture importante qu'on peut assimiler à la fast fashion, même si ce n'est pas tout à fait au sens strict, mais je vous épargne le débat d'experts de la fast fashion, c'est l'ouverture en 98. C'est une date importante pour les amateurs de football, mais c'est aussi une date importante parce que c'est l'ouverture rue de Rivoli du premier magasin H&M, avec des cycles industriels beaucoup plus longs. Ce n'est pas tout à fait le même business model que Zara. Les choses sont planifiées longtemps à l'avance. Les approvisionnements sont pratiquement 100% Asie. Ça permet d'avoir des prix plus accessibles, 30% environ plus accessibles. Et c'est un choc aussi concurrentiel pour l'écosystème de la mode, cette ouverture de H&M rue de Rivoli à Paris. On voit qu'avec la montée en puissance de Zara et de H&M, c'est un mouvement important, un impact concurrentiel important pour bien sûr les distributeurs du Nord que j'ai évoqués tout à l'heure, les chaînes spécialisées comme Etam, Camaïeu par exemple, mais évidemment, ça scelle en quelque sorte les difficultés, en tout cas les premières grandes difficultés du commerce de détail multimarque, qui était le premier circuit de distribution dans les années 70 en France et qui est désormais concurrencé par des géants, des gros cylindrés, Zara, H&M, et c'est difficile de rivaliser. Le déclin du multimarque, du commerce multimarque indépendant a son importance parce que c'est un débouché naturel pour les marques nationales. Donc, lorsque le commerce de détail multimarque est fragilisé, ça fragilise le tissu industriel européen et ça a une importance très, très, très grande. 1999, en mars 1999, le groupe Pinault Printemps Redoute, PPR, dirigé par l'homme d'affaires breton François Pinault, entre au capital de Gucci. Donc, PPR, qui va devenir en 2013 le fameux groupe Kering, bascule en fait du retail, de la distribution avec Printemps Redoute, à l'univers du luxe. Et c'est un moment très fort puisque cela permet à la France de s'inscrire durablement dans cette hiérarchie mondiale du luxe en étant évidemment au premier rang. C'est important aussi pour l'ensemble de la filière parce que les entreprises du luxe sont des donneurs d'ordre, c'est-à-dire qu'elles font travailler désormais les confectionneurs, notamment dans l'ouest de la France. Et ce sont ces entreprises du luxe qui soutiennent l'industrie française de la confection désormais. Les industriels qui étaient avant plutôt dédiés au milieu de gamme sont désormais tout entier dévoués aux entreprises du luxe en quelque sorte. La troisième mondialisation, c'est la mondialisation numérique. Donc rappelez-vous 2000, année importante, on parlait du bug de l'an 2000, si vous en souvenez, et c'est cette année-là qu'Amazon.fr est apparu. Donc Amazon, dans sa version française, a été lancé le 29 août 2000, moment on ne peut plus important. Le site débute
avec livres, DVD, musique. On sait l'impact que ça a eu sur les Virgin Megastore et Fnac, par exemple. Il y a une diversification progressive à partir de 2004, mode chaussures en 2010. Et évidemment, ça a un sens très important puisque ça transforme totalement la distribution textile. C'était pas forcément facile à anticiper puisque vous savez que la mode est un produit, le vêtement est un produit spécifique qu'on a besoin d'essayer, qu'on a besoin de toucher, de voir la lumière pour mesurer la qualité des couleurs. Eh bien non, c'est un secteur qui s'accommode très bien du e-commerce. Et aujourd'hui, les chiffres du baromètre de l'IFM montrent que en 2025, le e-commerce a représenté 30% des achats en valeur d'habillement. Donc, vous voyez, c'est une part extrêmement importante. Et à partir de ces années-là, est consacrée, si vous voulez, la stratégie d'omnicanalité comme étant une stratégie extrêmement importante et adoptée par tous les distributeurs, c'est-à-dire qu'on est à la fois présent sur le digital et à la fois présent sur le commerce physique. En 2000, et quel symbole, c'est aussi l'année de la fermeture de la lanière de Roubaix, du groupe Prouveau, filateur mythique. La lanière de Roubaix a été fondée en 1911 et lorsque la reine Elisabeth vient rendre visite à la France, elle visite la lanière de Roubaix et idem pour le président Khrouchtchev qui a visité aussi cette lanière de Roubaix qui a eu jusqu'à près de 8000 salariés dans les années 60. Alors évidemment, cette fermeture est très symptomatique puisqu'il s'agit de l'amont de la filière. Hein. Filature, c'est l'amont par opposition à l'aval qui est la confection de vêtements. Eh bien, ça reflète la pression irrésistible qu'a dû subir le textile amont français et européen à la suite de la crise et des développements de la désindustrialisation, puisque évidemment, lorsque les confectionneurs souffrent, eh bien, par effet de domino, ça fait souffrir les fournisseurs, c'est-à-dire les fournisseurs de tissus, les fournisseurs de fils. Et la filière textile n'a d'autre solution que de se réorienter vers d'autres types de produits. Et c'est ce qu'elle s'emploie à faire, c'est-à-dire que le textile à usage technique se développe un peu sous le modèle de l'Allemagne. Et la France aussi est un gros producteur de textiles à usage technique. Pourquoi? Parce que le textile a 3 particularités, entre autres, mais 3 très importantes qui le rendent indispensable. C'est un matériau qui est souple, c'est un matériau qui est solide et c'est un matériau qui est aussi léger. C'est pour ça que vous trouvez énormément de textiles dans des endroits insoupçonnables, comme par exemple les avions. Démantèlement des quotas, les années 2000, 2001, c'est l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Après 15 ans de négociations, la Chine intègre l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Et on oublie souvent de rappeler que cette adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce s'est accompagnée de beaucoup de concessions de la part de la Chine. La Chine s'est ouverte, la Chine a diminué ses droits de douane et a autorisé les investissements étrangers. Donc la Chine, qui est l'atelier du monde, devient aussi un marché très important et c'est un potentiel très fort pour les entreprises du luxe notamment. 2005, le démantèlement des quotas, donc c'est la fin des accords multifibres que j'ai évoqué en début de présentation, c'est-à-dire que le système de quotas de protection quantitative vis-à-vis des pays émergents, eh bien, ce système des quotas est levé aux accords de Marrakech. Et évidemment, ça génère une montée en puissance des productions chinoises, mais pas seulement, des productions indiennes également. Donc, les 2 grands gagnants du démantèlement des quotas, c'est la Chine et l'Inde. Ça procure un effet d'aubaine très important pour les distributeurs, puisqu'on a assisté à un afflux d'importations. Ça veut dire que les distributeurs se sont approvisionnés massivement en Chine, en profitant des coûts salariaux très accessible et de l'ouverture totale des approvisionnements qui était permise par ce démantèlement des quotas. À cette époque-là, dans les années 2005, les voisins de la Chine sont fragiles, ils sont fragilisés.
C'est-à-dire que Bangladesh, Vietnam, Cambodge, qui sont aujourd'hui des très grands producteurs à l'échelle mondiale, sont fragilisés par ce démantèlement des quotas. Mais par la suite, lorsque la Chine va monter en gamme et lorsque les salaires chinois vont progresser, ils vont bénéficier de ce regain de compétitivité et être à nouveau, depuis 10-15 ans, très, très en pointe. Et le Bangladesh est le deuxième fournisseur de l'Union européenne et le Vietnam est le premier fournisseur aujourd'hui des États-Unis. On pense évidemment, lorsqu'on parle de la Chine, aux productions accessibles, à une compétitivité prix très forte. Mais les années 2012 voient en France un élément intéressant à rappeler, c'est ce qu'on appelle le succès du luxe accessible. Alors le luxe accessible, il trouve son origine dans la maroquinerie aux États-Unis, avec des marques comme Coach, Michael Kors ou Calvin Klein, par exemple. Donc, c'est un segment qui va être au-dessus du milieu de gamme et en dessous du luxe. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fortement développées dans les années 2012. Et avec Franck, on avait, tu t'en souviens, travaillé sur ce fameux luxe accessible. On a fait une très belle étude avec la montée en puissance des Zadig et Voltaire, de Couples, Sandro, Mage, etc. Donc, cette montée du luxe accessible, elle est symptomatique du fait qu'on peut aussi sortir par le haut d'une compétitivité venant des régions émergentes, d'une compétitivité basée sur les prix. Et les économistes parlent parfois de la compétitivité hors prix ou hors coût pour se distinguer d'une compétitivité prix. Donc, une différenciation par le haut est désormais possible. 2013, et là je change de gamme de prix, arrivée de Primark. L'arrivée de Primark, les touristes français avaient l'habitude de faire leur shopping à Oxford Street à Londres et ils découvrent à Marseille, donc dans le centre commercial Grand Littoral en 2013, la première boutique Primark. Donc évidemment, c'est une révolution dans le landerneau de la mode puisque on a vraiment une accessibilité prix pratiquement inégalée pour un distributeur spécialisé. Et c'est évidemment très important. On peut faire un lien avec ce qui se passe aujourd'hui avec l'ultra fast fashion, puisque c'est une stratégie de prédation en quelque sorte. Primark ne s'est pas installé en France parce que le marché français était particulièrement dynamique. 2013, on se rappelle que c'est après la crise des subprimes, donc on n'est pas dans un contexte très, très favorable dans l'économie de la mode, en tout cas en termes de consommation. Mais l'idée derrière cette implantation, c'est de prendre des parts de marché à ses concurrents. Et cette stratégie de prédation, d'une certaine façon, est la même que celle qu'on peut observer chez les acteurs de l'ultra fast fashion comme Shein et Temu, par exemple, aujourd'hui. 2013, une autre date, vous voyez qu'il y a certaines dates où il y a plusieurs événements, donc il était parfois difficile de choisir, même si je n'ai qu'une demi-heure, il faut être sélectif. Mais l'accident du Rana Plaza, évidemment, est un moment fort, un tournant, puisqu'on a un avant et un après. Cet accident a mis en lumière au Bangladesh, à Dhaka, cet immeuble qui s'est effondré, générant plusieurs centaines, malheureusement, de décès. Eh bien, a montré la face cachée de la mode. Et dans les décombres, on a peut-être oublié aujourd'hui, mais je suis là pour vous le rappeler, dans les décombres, on a vu des étiquettes, et effectivement, les étiquettes de certaines marques, Benetton, Primark, Mango, mais aussi, malheureusement, Auchan, Carrefour ou Camaïeu. Donc, je pense que c'est un moment, un tournant très important. Et la France, d'ailleurs, a souvent pris à bras-le-corps ces questions d'éco-responsabilité, puisqu'à partir de 2017, on met en place la loi sur le devoir de vigilance qui oblige les grandes entreprises à identifier et prévenir les risques liés à l'éco-responsabilité, donc en France. Évidemment, il y a beaucoup à faire encore, c'est certain, mais je pense que cette date est clé. Éco-responsabilité, c'est à la fois responsabilité sociale, donc ça, l'aspect social avec cet accident-là a été mis sur le devant de la scène, et puis l'aspect environnemental qui est peut-être plus en vogue aujourd'hui avec l'impact négatif que la mode peut avoir sur l'environnement.
2013, encore un autre événement, 2013, l'arrivée de Vinted, bien sûr, sur le marché français. Vinted, cette plateforme lituanienne de seconde main en C2C, c'est-à-dire ce sont des consommateurs qui s'adressent aux consommateurs, arrive en France et la France devient rapidement le premier marché de Vinted. Élément intéressant. Pour beaucoup de consommateurs, on peut discuter de ça plus longuement, mais pour beaucoup de consommateurs, la seconde main apparaît comme une alternative à la consommation de masse, même si ce sentiment peut être tout à fait contesté par le fait simplement que vous avez beaucoup de produits qui viennent de l'ultra fast fashion qui sont proposés sur la plateforme Vinted. Je cite une nouvelle fois le baromètre IFM. En 2025, la seconde main a totalisé 11% des achats d'habillement en valeur. C'est un mouvement qui n'est pas un épiphénomène, c'est un mouvement structurel et c'est accompagné par des mutations de comportement de consommation qui touchent toutes les générations, même si il est vrai que ce sont surtout les jeunes générations qui sont à l'origine de ce changement. 2018, percée des DNVB, donc dans le jargon, ce sont les Digital Native Vertical Brands, donc ce sont des marques qui sont nées digitales. C'est un peu la version digitale de la mode du luxe accessible, pardon, je cherche mes mots. C'est un peu la version digitale du luxe accessible, en quelque sorte, avec Cézanne. On parle aussi beaucoup du slip français dans ces années-là, Balzac Paris, etc. Les crises arrivent plus proches de nous et accélèrent des mutations qui, vous l'avez compris, sont en cours. 2020, 2022, je vais grouper ces crises. Crise du Covid, évidemment, et inflation. Crise du Covid, on a eu 3 périodes de confinement qui ont obligé les magasins à fermer. La conséquence, c'est que le e-commerce a connu un boom sans précédent. Et au total, les ventes ont chuté de 15% en 2020. Ce que j'ai envie de vous dire, au risque de vous provoquer, c'est que c'est pas du tout dramatique, puisque au regard du contexte, les grands cabinets que je ne citerai pas, mais qu'on évoque très souvent, prévoyaient des reculs de vente de 40%. 40-50%. Donc, il y a eu un recul, selon les chiffres IFM, de 15% en 2020. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, on a eu le e-commerce qui a compensé, pas totalement, mais qui a compensé une partie du recul des achats dans les magasins physiques, ce qui montre que les consommateurs aiment la mode et même dans des moments comme ça, ils ne renoncent pas totalement à leurs achats de mode. Néanmoins, l'inflation pourrait contredire mon optimisme naturel, puisque pendant l'inflation, on a vu aussi que lorsqu'il y a un choc extérieur, la mode, c'est un des premiers postes budgétaires sur lesquels les consommateurs se restreignent. Et on a compris que fin 2022, la mode faisait partie des variables d'ajustement. Quand les choses vont mal, malheureusement, on se restreint sur ces achats de mode. Et la fin de l'année 2022 a été marquée par un événement difficile, symptomatique de ce qui s'est passé tout au long de ces 50 années. La fin de Camaïeu, qui a fermé ses points de vente. 538 points de vente. Donc, évidemment, c'est très important. 2600 licenciements, c'était le premier distributeur de vêtements féminins. À partir de 2021, on ne parle plus que de l'ultra fast fashion, sans doute trop, avec ce trio Shein, Temu, AliExpress qui a totalisé, selon nos chiffres, à l'IFM, donc qui a totalisé 6% des achats d'habillement en volume en 2025. Donc, c'est très important. Le sens, 7000 références, donc 7000 références quotidiennes, intelligence artificielle pour s'inspirer des tendances et les copier, il faut appeler un chat, et puis une opacité dans la production, des milliers de petits ateliers où ne sont pas forcément bien respectées les règles du Code du travail.
Donc, on a ici des distributeurs qui, finalement, font le contraire de ce qu'il faut faire, incitent à surconsommer et avec tout le risque environnemental que ça génère, évidemment, puisque il faut aussi gérer la fin de vie des vêtements. Donc, ça, c'est très important. Donc, malheureusement, il y a ce risque-là. Et ce risque, c'est aussi un risque de paupérisation du marché, c'est-à-dire que l'influence et l'impact de ces distributeurs qui sont positionnés sur des tout petits prix, ils exercent une pression concurrentielle sur les autres acteurs qui sont incités à baisser les prix. Donc, on a une sorte d'incitation à un mouvement de paupérisation du marché, cercle vicieux de baisse des prix qui est extrêmement dommageable à notre secteur. Donc, on a beaucoup parlé de la désindustrialisation. Il y a peut-être un risque aussi de décommercialisation dans notre secteur. Alors, je termine ce parcours avec quelques mots de conclusion. Donc, vous avez vu que le textile habillement peut être raconté en 50 ans et 30 minutes. Bien sûr, j'ai été très partiel et mes choix ont été très subjectifs. C'est normal, j'en ai un petit peu profité. Et donc, on a aujourd'hui le diagnostic suivant: désindustrialisation, pression sur les prix, brouillage de la valeur, puisque seconde main plus ultra fast fashion, ça perturbe la perception que nous pouvons avoir vis-à-vis de la vraie valeur d'un vêtement, vis-à-vis d'un juste prix d'un vêtement, vis-à-vis du rapport qualité-prix. Et donc, si vous voulez, l'enjeu pour les années qui viennent, c'est de reconquérir ces consommateurs qu'on a perdus. Xavier évoquait très justement les critiques que certains consommateurs peuvent formuler vis-à-vis de la mode, vis-à-vis d'une qualité qu'on a perdue. Donc, il faut reconquérir ces consommateurs qu'on a perdus. Et je pense qu'il faut remettre au milieu du jeu la qualité qui est fondamentale pour faire accepter la valeur d'un produit. Et la valeur, c'est pas seulement la valeur des économistes, mais c'est aussi la valeur au sens valeur morale qui est très importante. Alors, évidemment, la mondialisation, vous l'avez compris, elle a ses impacts négatifs, elle a aussi ses impacts positifs avec certains acteurs qui ont su tirer leur épingle du jeu. Mais je voudrais juste terminer par la note positive, c'est que la mondialisation, c'est aussi une opportunité et que ce qu'on appelle dans l'automobile la French Touch, ça existe ô combien dans notre secteur. Et je rappellerai un chiffre, la mondialisation, c'est une opportunité. Les exportations françaises d'habillement ont progressé de 8% par an en valeur, en moyenne, entre 2020 et 2025. Donc, c'est effectivement très important de rappeler cette envie de mode, y compris dans les régions qui vont au-delà de l'Hexagone. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir. Donc, pour le deuxième temps de cette soirée, on va réunir un panel de professionnels, d'experts du secteur. Et donc, j'appelle sur scène pour me rejoindre Milly de Lavalette, Daniel, please come, et Adrien Cabarty. Pardon, on va parler beaucoup français et anglais ce soir, puisqu'on a un panel très international, évidemment, pour ce sujet-là. Alors, choisissez votre bon profil, puisqu'on va être filmé. Voilà, je vous laisse vous installer, vous servir un petit verre d'eau si vous le souhaitez. Donc, pour me présenter en deux mots, je m'appelle Franck Delpal, je dirige à l'IFL le master spécialisé management de la mode et du luxe, et je suis également professeur et économiste comme Gilda. En complément donc du tour d'horizon que vient de dresser Gilda, qui a montré donc les différentes phases de la mondialisation et montré leur degré d'achèvement quelque part, notamment dans la fabrication où elle est quasiment complète, on l'a vu, et elle est déjà très engagée et avancée dans la distribution également, notamment à travers la distribution et le e-commerce. On a décidé de s'intéresser à une autre partie quelque part de la chaîne de valeur de la mode, qui est la création, et se demander à quel point justement la création aussi aujourd'hui dans notre secteur est mondialisée ou globalisée. Donc à travers les différents points de vue des experts, des professionnels que j'ai réunis, on va s'interroger sur plusieurs questions. Donc, quels sont les foyers créatifs aujourd'hui qui structurent la mode à l'échelle mondiale? Comment les identités nationales, puisqu'on parle souvent des nationalités, toujours des designers, jouent un rôle pertinent et expliquent
des esthétiques quelles sont celles qui ont marqué déjà l'univers créatif et est-ce qu'elles se mondialisent donc et enfin donc à un âge évidemment où la création est amplifiée, dupliquée par les réseaux sociaux à l'ère de l'intelligence artificielle, l'idée c'est aussi de se demander si évidemment quand on parle de mondialisation on parle souvent de standardisation, s'il y a justement ce phénomène que l'on peut observer dans l'univers de la création ou au contraire est-ce que les médias sociaux sont plutôt un amplificateur et permettent à une diversité plus grande d'esthétique et de points de vue créatifs de s'exprimer. Donc, pour répondre à toutes ces questions, j'ai réuni un panel, voilà, vous allez voir, très qualitatif et très varié. Je commence par ma voisine de droite, Milly de la Valette. Vous êtes Head of Creative Talent Acquisition chez Louis Vuitton. Et on va parler ensemble évidemment des profils créatifs que vous accompagnez et de leur diversité. Donc merci d'être avec nous ce soir, Milly. Voilà, je vous laisse prendre un micro, si vous voulez. Ah, alors il faut peut-être appuyer sur quelque chose. Ah, ça y est. Ah oui, c'est bon, ça marche. Et vous êtes vous-même en plus issu de d'une double culture. Absolument. On ne peut plus opposer puisque je suis d'origine japonaise, mais je suis née au Brésil et donc j'ai grandi et j'ai fait toutes mes études au Brésil. Donc mon mari étant français, je suis vite venue en France et maintenant ça va faire plus de 30 ans que j'habite ici et maintenant 10 ans que je suis chez Louis Vuitton. Merci encore de participer. Une autre double culture, Daniel, feel free, take your mic. Alors, je vais parler français, pardon. Je vais sans doute me mélanger les pinceaux entre vous pour le français et Daniel pour l'anglais. Daniel est designer et il est cofondateur d'une marque qui s'appelle Zomer, qui, pas plus tard, voilà, cette semaine, a défilé lors de la Fashion Week de Paris. Et on remercie Daniel quand même de s'être rendu disponible pour nous ce soir dans une semaine qui est la plus critique pour un créateur de mode. So thank you, Daniel, for being with us tonight. For in such a crowded week for you. So can you briefly introduce yourself, yes, your cultural background, and maybe what you did this week, and maybe allow people to follow you and to discover your work? Yeah, no, well, first of all, thank you so much for having me. It's really a pleasure. So I'm originally from Tatarstan. It's like a very small republic in Russia. We also have our own language. And I lived there, I was born and lived there till I was like 7. And then I moved to Holland, so in a small village next to Amsterdam. And then eventually I moved to Amsterdam, and Amsterdam is very international. It's very multicultural, so I would not say it's Holland. Do you want to already translate, or can I just... Oui, alors donc Daniel. Otherwise it's going to be a long... Originairement donc est issu d'une république de l'ancien bloc soviétique qui s'appelle le Tatarstan. Et il a vécu là jusqu'à l'âge de 7 ans avant de s'installer à Amsterdam, qui est une ville plutôt internationale, donc effectivement assez ouverte à différents courants. Et since how long have you been in Paris now? Yeah, so then it was a whole journey. So I graduated in Amsterdam Fashion Institute. I got selected for the Air Festival in France. So I participated there, and then I got a job offer from Chloe. So then I moved to Paris. It was my first time, was in 2016. I hated it. I really hated it. It was so hard. It was really like I was just a kid out of school. And it was like the French, like I would say the Parisians are different than the French. So I had to learn the unwritten rules. So eventually I left Paris and went to New York, where I worked for Alexander Wang. Let me translate a little bit. Yeah. Donc, on poursuit, donc il s'est installé à Amsterdam. Il a étudié à l'AMFI, l'Amsterdam Fashion Institute of Technology, qui est une très bonne école. En tant qu'étudiant, il a participé à un festival en France, qui est le festival de Hyères, qui est très réputé dans l'univers de la création. Il a participé à ce festival et dans la foulée a obtenu un travail dans la maison Chloé, qui est en France, à Paris. Et donc voilà, s'est installé à Paris à ce moment-là, en 2016, avant d'en avoir un petit peu assez, si je vous avais compris par vous-même le propos, et de s'installer à New York. Yes, and then I lived in New York. It's very, like, maybe it's a bit cliche, but it's a very fast city. So it was very different from Paris, where Paris, I feel like they still had good work
life balance, as they enjoyed a nice glass of wine at the terrace. And in New York, it was all about work. So eventually, when I even went on holiday outside of New York, I've really felt, oh, I can breathe. So it was really different from Paris. Then I went to London to work for Burberry. I stayed there for 4 years, also very different from New York, and from Paris, of course. And then after London, I came back to Paris. And I have to also say, I loved it now, you know, like, so. Donc, le chemin se poursuit à New York, avec évidemment un rythme de vie trépidant et voilà, un équilibre pas optimal entre vie privée et vie personnelle, donc beaucoup de travail, une certaine lassitude qui s'installe, retour à Londres dans un premier temps pour un travail chez Burberry et finalement Paris. Yes. And so you founded Sommer. No, so then I arrived in Paris. I did some consultancy for more commercial brands such as Aigle, the Couples. And then this madame got me into Louis Vuitton, where I worked with Pharrell Williams on the menswear collections. But it was always a dream of mine to start something. And of course, I just graduated and I won a prize in Holland. And it was like 10K. And I was like, okay, I can start a brand now, right? That's enough. But of course, that's not the reality. So then I first dove into the industry. This was really my goal to network. And network is so important in the fashion industry, to learn my skills, get experience. And then during Louis Vuitton, I started Sommer. So that was in 2023. Yeah. Parfait. Donc, le chemin se poursuit. On va passer les étapes par du consulting pour des marques françaises qu'on connaît bien, Aigle, The Couples, avant de rejoindre la maison Louis Vuitton par l'entremise de notre ami Milly pour travailler avec Pharrell Williams sur les collections masculines. Et après avoir remporté un prix de 10 000 € aux Pays-Bas, donc Daniel a pu finalement lancer sa marque en 2023. Donc, Sommer, Z-O-M-E-R, Paris. Et voilà, vous pouvez regarder le dernier défilé et puis tout le reste. Et voilà, ça va vous donner une bonne énergie. Ça veut dire bonjour, non? Ça veut dire. Yes, what Sommer means? Yes. Sommer. Yes, so like it's a Dutch word and it means summer in Dutch. Summer. Yeah. Voilà. Ça veut dire Sommer, enfin, était assez proche de l'allemand aussi. Je continue et je vais terminer mon tour de table avec Adrien Camarty, qui est un de mes collègues à l'IFM, historien, en charge particulièrement des phénomènes, justement des propos critiques contre la mode, mais aussi de la mode contemporaine. Et donc, il suit de près, évidemment, toutes les marques émergentes. Et Adrien va nous permettre de mettre en perspective, justement, cette notion de mondialisation dans la création, pour dire que c'est un phénomène, quand même, qui remonte assez loin. Donc, on pourra avoir un échange à ce sujet avec toi. Absolument. Merci. Bienvenue à toi et merci d'être avec nous. Alors, je reprends le fil de la table ronde. Donc, je commence par vous, Milly. Pour illustrer déjà un fait simple, on parle de mondialisation de la création. On parle d'une maison à laquelle vous appartenez comme Louis Vuitton, qui est quand même un parangon de la culture française. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de l'internationalisation d'une maison française comme Louis Vuitton aujourd'hui, et particulièrement dans la création? Donc, combien de nationalités et vraiment voilà, le degré d'ouverture que vous avez? Alors, il faut savoir que, étant donné que nous avons 2 directeurs artistiques, Nicolas Ghesquière pour l'univers femme et Pharrell Williams pour l'univers homme, tout est doublé chez Vuitton. C'est-à-dire que nous avons 14 studios de création. Et puis, évidemment, sans compter une vraie agence d'architecture en interne, puisqu'il y a plus de 100 architectes et architectes d'intérieur, le VM, les vitrines, tout ça fait qu'au total, nous avons environ 350 créatifs en CDI, CDD, sans compter évidemment les stagiaires, les freelances et les intérims. Donc, parmi ces 350, nous avons à peu près 30 nationalités différentes. J'ai compté. Il y a à peu près de toutes les nationalités possibles, imaginables, la plupart étant évidemment italiennes et anglaises, mais aussi allemandes, suisses, belges. Enfin, l'Europe est bien représentée, mais nous avons énormément de gens de l'Amérique du Sud, de l'Asie, évidemment.
Voilà, donc tous les pays à peu près. Et donc, ça traduit évidemment déjà le système éducatif de ces pays-là qui Ouais. produisent quelque part, entre guillemets, bon, c'est pas tellement des produits, mais qui forment de plus en plus de designers. Est-ce que, en tendance, vous voyez des choses se passer justement entre les foyers de création historique comme, on va dire, la France, les Royaumes-Unis, l'Italie, et justement de nouvelles géographies, de nouveaux territoires que vous explorez? C'est certain que, étant donné que les grandes maisons de luxe sont par ici, notamment France et Italie, et tout l'écosystème qui vont avec, donc toute la partie fabricants, fournisseurs et écoles, c'est vrai que c'est par ici que nous cherchons et que nous trouvons. Mais je dois dire, ce que disait Xavier est très juste, c'est-à-dire que les écoles comme l'IFM attirent tellement de gens du monde entier et qui font ce tampon. Et c'est pour ça que nous recrutons tant de gens à l'international, parce que des écoles comme l'IFM, qui ont 70 nationalités, font déjà un écran et une acculturation pour un pays comme la France, et ensuite ils viennent dans des maisons comme la nôtre. Mais je dois dire que je participe énormément à beaucoup de jurys de mode dans beaucoup d'écoles du monde entier, et c'est vrai que je vois une grande évolution dans des pays émergents. Par exemple, j'étais en Géorgie et je vois une grande différence, notamment après Denma. Demna Gavzalia, qui à l'époque était nommé directeur artistique, par exemple, de Balenciaga, avant d'être maintenant chez Gucci, et qui a fait une grande différence culturelle dans le pays d'où vient, qui est la Géorgie. Donc, ça faisait longtemps que j'allais en Géorgie pour voir les écoles, et c'est vrai qu'avant, c'était beaucoup de copies de l'Italie, copies de la France, copies des États-Unis. Et après Denma, qui a tellement fièrement montré ses origines dans ses collections chez Balenciaga, ça a fait qu'il y a eu un tilt dans la mentalité de ce peuple. Et les écoles maintenant forment des vraies pépinières, des gens créatifs, fiers de leur culture, et ça se voit. Donc ça nous dit deux choses, cet élément très, très intéressant, c'est d'une part que c'est la singularité finalement qui permet d'être visible à l'international, et donc il faut que chacun de ces nouveaux pays trouve son propre territoire quelque part de créatif. Et la deuxième chose, c'est que la mode est un secteur désirable et que beaucoup de pays développent une stratégie presque pour augmenter leur influence, dans la création. Par exemple, dans les pays scandinaves, c'est beaucoup de développement durable, beaucoup de reuse, des mêmes nouvelles matières. Dans les pays de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud, beaucoup de lingerie, maillots de bain, tout ce qui est parti. Évidemment, il fait tellement chaud et ils sont tellement sensuels. Donc, c'est vrai que chaque pays, quelque part, ouvre son stratégie. En Asie, en Chine, en Corée, beaucoup de technologies, matières nouvelles, tout ça. Et ça se retrouve donc à Paris lors de la Fashion Week, puisque comme l'a dit Xavier, effectivement, plus de la moitié des défilés sont organisés par des marques étrangères. Et si on prend en compte la nationalité des designers, encore une fois, le taux d'internationalisation est encore plus poussé. Paris, ville-monde, Paris qui accueille des talents de partout, ça vient de quand, Adrien, toi qui es historien? Alors, on pourrait se dire, alors il y a plusieurs grands temps, il me semble, mais on pourrait dire quasiment que, la personne à qui on attribue l'invention de la haute couture, donc Charles-Frédéric Woerth, n'est pas français. Donc déjà, on pourrait se dire que l'inventeur de la haute couture, bien qu'il le fait à Paris, n'est pas français, puisqu'il est né en Angleterre, qu'il commence à Londres, qu'il arrive à Paris à 20 ans, donc il va continuer sa formation à Paris, mais il a débuté à Londres. Donc on pourrait se dire que déjà, l'inventeur de la haute couture, si on attribue ce rôle-là à Woerth, n'est pas français. Et si on continue, on se rend compte que certains des grands couturiers ou des grandes couturières avant la Seconde Guerre mondiale, idem, ne sont pas français. Si on prend Schiaparelli, elle est née à Rome, elle vit à Londres, elle vit à New York, après elle vient à Paris où elle fonde effectivement sa maison de couture en 27, mais idem, donc pas une française. Et même si on continue, quelqu'un comme Cristobal Balenciaga, idem, il est né sur la côte basque, il commence à fonder ses maisons en
en Espagne. Déjà, il se diversifie en Espagne, Madrid, Barcelone, San Sebastián avant, bien sûr. Et puis ensuite, il fuit la guerre civile espagnole et il arrive seulement à Paris, où il présente sa première collection en 1937. Donc voilà, parmi les grandes, quand même des designers qui sont pas du tout anecdotiques, on se rend bien compte que déjà la création à ce moment-là, la haute couture est internationale. Après, il me semble que quand même, il y a peut-être un tournant quand même à partir des années 70, je dirais, avec la première génération des designers japonais qui arrivent à Paris et qui arrivent en nombre à Paris. Alors on a plein d'exemples, donc Kenzo, on a effectivement Issey Miyake qui arrive à Paris la même année, on va avoir Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto également qui arrive un peu plus tard en 81. Et là aussi on a plusieurs stratégies, puisque si on prend Kenzo, effectivement il s'implante vraiment depuis Paris, mais si on prend Yohji Yamamoto ou Rei Kawakubo, ils ont déjà leur marque au Japon avant d'arriver à Paris. Donc il y a une véritable stratégie quand même d'utiliser leurs différences à Paris pour se faire connaître. Et voilà, ensuite on va voir la vague belge. Et alors tu parles de vague à bon escient et on parlera de la vague belge dans un instant, mais c'est intéressant de voir cette concomitance entre plusieurs créateurs qui au même moment quasiment apparaissent on va dire sur la scène parisienne. Est-ce que déjà on pourrait parler d'un soft power japonais? Est-ce que les autorités japonaises étaient dans une volonté justement de promouvoir leur talent international, ou est-ce que c'est d'autres leviers que ceux qu'on peut voir aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est plus des carrières, pas isolées, puisqu'effectivement ils se connaissent, certains ont des relations, etc. Mais j'ai l'impression que c'est plus ça qu'une politique d'internationalisation de la part du Japon. Mais effectivement, voilà. Et effectivement, moi j'ai l'impression que cette idée de vague de créateurs, c'est vraiment à partir des années 70-80. Donc les Japonais, les Belges ensuite, plus tard, là dans la seconde moitié des années 80. Et idem, on va très bien se rendre compte qu'ils vont très bien déjà jouer de cette étiquette, donc des 6 d'Anvers. Ils vont jouer de ça pour se labelliser. Ensuite, ils vont se faire connaître au départ à Londres, puis ensuite ils vont défiler chacun indépendamment à Paris. Donc Dries Van Noten par exemple, Anne de Meulemeester, Marie Naillet et d'autres. Donc voilà, je pense que le concept de vague est intéressant. Et après, je pense qu'il y a un troisième temps qui va correspondre à la financiarisation de la mode et du luxe. Donc des grands groupes comme LVMH ou comme PPR dont parlait Gilda tout à l'heure. Et là, on va se rendre compte qu'ils vont embaucher des directeurs artistiques, souvent étrangers quand même. Si on prend LVMH, on va avoir John Galliano, on va avoir Alexander McQueen au départ, donc deux designers britanniques. Chez Louis Vuitton, on a Marc Jacobs, donc designer américain. Alors Gucci, on sort de Paris, mais idem, on va prendre alors un peu avant, mais Tom Ford. Donc on voit très bien que en parallèle de cette financiarisation du luxe, peut-être de cette création aussi de ce métier de directeur artistique, on a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas françaises, mais qui sont employées néanmoins par des groupes français, mais qui acquièrent aussi des marques à la fois françaises, mais pas que, qui ont aussi une politique d'acquisition, à mon avis, internationale. Donc je dirais qu'il y a 3 grands temps, et si bien que maintenant, effectivement, j'ai l'impression que c'est pas tellement je sais pas si ça a déjà été une question, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que c'est encore une question de se poser la question de l'identité nationale d'un designer de mode, encore moins à Paris, qui est effectivement une ville très internationale. Les studios, comme tu le disais, sont internationaux, donc j'ai l'impression que c'est plus vraiment un critère ou une question, quoi. Très clair. Merci Adrien. Justement, si on revient au temps présent avec vous, Milly, comment vous travaillez justement? On a parlé de la nomination de ces grands directeurs artistiques à la tête de maisons emblématiques au sein notamment du groupe LVMH. Pour repérer ces nouveaux talents, quels sont aujourd'hui les leviers que vous avez? Quelles sont les initiatives auxquelles vous associez pour repérer le futur Galliano, McQueen, etc.? Peut-être à mon échelle, c'est plutôt des designers, pas de directeurs artistiques, mais quand même, je dois dire une chose très importante. Pourquoi avoir tant de nationalités différentes dans un studio de création? Il est absolument primordial
D'abord parce que nos clients sont globaux, hein, c'est dans le monde entier et ça évite pas mal d'erreurs. Un exemple, par exemple, c'est un moment de lancement pour le Nouvel An chinois. Il y avait, c'était l'année du lapin, on allait faire un petit lapin blanc, tout mignon, comme Charms, pour un comme un sac petit à main. Charms. Et un stagiaire chinois à l'époque, il passe devant et il dit, mais c'est quoi ça? Et il dit, ah, ben, c'est pour le Nouvel An chinois. Il dit, ah, mais c'est un contresens total. Il faut jamais utiliser blanc parce que le blanc, c'est le deuil, c'est la mort. Et si vous faites ça pour le Nouvel An, qui veut dire l'année de l'espoir et une nouvelle année qui arrive, vous n'allez pas vendre du tout, hein. Donc, vous voyez, déjà, ça évite beaucoup d'erreurs fatales, économiquement peut-être, et on a réussi à retirer le coup. Et ensuite, par la manière créative, chaque culture a une manière. J'ai remarqué, ça tient qu'à moi, hein, comme mes observations. Mais j'ai remarqué que la culture, notamment japonaise, a une manière de créer qui est très introspective. Ça va beaucoup à l'intérieur. Ils vont chercher peut-être une idée à l'intérieur de leurs sentiments, tout passe là-dedans. Les Américains, nord-américaines, c'est beaucoup à l'extérieur. C'est beaucoup d'analyse de tout ce qui se passe autour, de tout ce qui se passe, les besoins, les choses, et beaucoup d'analyse, et ensuite ils font la création. Et les Européens, c'est un mix de deux, mais c'est surtout par le savoir-faire. C'est beaucoup sur la matière, les toucher, le savoir, la connaissance du savoir-faire. Ce qui fait que le résultat est à peu près identique, hein, dans notre cas, c'est des sacs, mais je dois dire que cette manière de visualiser un objet étant si différent, ça complète un studio de création totalement parce chacun va apporter un peu un édifice dans la construction. Et c'est ça que je cherche quand je cherche justement des designers pour nos maisons. Avec des codes différents à chaque fois. Avec des codes différents. Mais malgré tout cela, ce qu'on recherche, c'est surtout la créativité. C'est surtout cette espèce d'envie d'apprendre, curiosité, et ça c'est universel. Non, c'est toutes les nations, c'est universel, donc peu importe la nationalité ou la culture. Alors, est-ce qu'il y a des initiatives particulières que vous prenez? J'imagine que vous voyagez beaucoup, que vous rencontrez beaucoup de jeunes talents, d'étudiants, etc. Donc voilà, à quoi ressemble votre journée type, s'il y en a une? Nous avons lancé il y a 3 ans un concours, parce qu'étant donné une des plus grandes maisons de maroquinerie au monde, nous avons remarqué que les jeunes, quand ils s'intéressent à la mode, ils s'intéressent notamment au prêt-à-porter. Or, c'est vrai que les enjeux économiques de la maroquinerie, notamment des sacs, c'est en tout cas pour nous est très important. Pour vous donner une ordre d'idée, tous les ans, je recrute 40 stagiaires en sac, en design de sac, alors qu'en prêt-à-porter, j'ai 6 places par an. Donc, la différence est très grande. Et retrouver 40 stagiaires par an, c'est beaucoup de travail. Et nous avons fait une collaboration. Nous avons décidé, sous l'impulsion de Delphine Arnaud à l'époque, de lancer ce concours pour aider les filières des écoles de mode à continuer à développer le département accessoires. Pourquoi? Parce que les jeunes n'allant plus aux accessoires, beaucoup de départements se fermaient dans beaucoup des écoles. Et donc, nous avons choisi 37 écoles dans le monde pour pouvoir aider, nous ouvrir, savoir comment nous travaillons déjà, donc on ouvre beaucoup, et comment on peut collaborer. Et c'est comme ça que je voyage dans le monde entier et que je regarde toutes ces écoles. On fait des collaborations intenses. Nous avions remarqué, notamment, ça fait peu de temps que je suis allée au Japon, parce que actuellement, il y a peu de Japonais en Europe et aux États-Unis. Je pense que yen étant très faible et eux-mêmes dans un pays où il y a beaucoup d'offres pour les jeunes, ils ne sortent plus. Et donc, je suis allée justement pour chercher des jeunes Japonais à venir, et je suis allée dans 3 et 4 écoles différentes, et c'est comme ça que nous faisons. Je suis allée en Estonie pour chercher. Donc, on cherche quand même des foyers créatifs différents. Et je peux que confirmer votre propos sur la différence entre accessoires et vêtements, parce qu'on le voit à l'IFM, hein, le taux de sélectivité dans notre majeur en vêtements est
ridiculement bas parce qu'il y a beaucoup de candidatures. Et à contrario, en accessoires, c'est plutôt nous qui incitons les étudiants à C'est parfois ça. basculer vers la maroquinerie. Ça me permet aussi de dire un mot sur la diversité des systèmes éducatifs. On a évidemment une grande tradition des écoles d'art, notamment en Europe du Nord, en Angleterre. On a parlé des Fashion Institute of Technology qui existent un peu partout dans le monde. Et Paris a quand même un peu une singularité aussi à travers des écoles orientées sur ce métier de la mode au sens strict. Ouais. Donc ça, c'est aussi une singularité de notre écosystème qui explique notre positionnement. I come back to you, Daniel. So, Yes. we talked about Sommer. On a parlé de Sommer à l'instant, qui est donc la marque fondée par Daniel, cofondée, pardon, puisque vous avez une cofondatrice avec vous. Est-ce que vous pourriez nous dire comment la marque se nourrit justement de votre double héritage culturel? Can you let us know how the aesthetics of Sommer is nurtured by your double cultural heritage? Yes, absolutely. So, what I was saying, I was born in Tatarstan, and it's a very colorful and folkloric culture. So we have a lot of like beautiful like drawings, a lot of beautiful fabrics, very rich. But then, of course, when I moved to Holland, it's very graphic. So yeah, you have Piet Mondriaan, and so that sort of, as a kid, as a child, you are like a sponge. So you soak up things from what you see, from what you feel. And then as a creative, you can release that into your designs or in your paintings. So subconsciously, you take that all with you. And then when I started, and my partner for Zomer, he's from the Caribbeans. So also very like colorful and vibrant culture. So then if you bring those elements together, then you infuse automatically something unique, because it's a unique combination, and everyone has, of course, like some sort of uniqueness to them. So that's you will see that in Zomer. It's a very colorful and vibrant brand, although I'm not really looking colorful, but yes, so yeah, it has like, people can't really place it because of like we have unusual color combinations, and I think that's all because of my heritage. Donc, en synthèse de ce que nous a dit Daniel, donc l'univers esthétique de Sommer, que vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, sur le site, à travers le défilé, est très coloré et nourri par finalement le double héritage culturel de Daniel, avec une culture autour du savoir-faire textile et d'un aspect très folklorique quelque part des tissus qu'il a pu connaître dans sa jeunesse, croisé avec un univers graphique néerlandais, avec évidemment la culture des Mondrian et puis toute la culture graphique qui peut exister dans le pays. Si j'ajoute à ça que le cofondateur de la marque est issu, lui, plutôt des Caraïbes, avec aussi une culture très esthétique et graphique, voilà, ça vous donne la synthèse extrêmement colorée, extrêmement joyeuse aussi de cette marque. Tell us what you've done this week. Parlez-nous de cette semaine during the Fashion Week. So you've been presenting two events somehow in once. Yeah. Yes. No. So indeed, 2 days ago I had my défilé, and it was our 6th show. So we're growing step by step. Of course, as we know, the industry is a hard industry. The market is oversaturated with brands, so you always have to think how you can surprise and get the attention. So we were thinking, okay, how can we get more brand awareness? And at the moment, there's let's say a journalist / TikToker, influencer, Lias, and he has a platform called La Watch Party, and it's La Watch Party. Yeah. So what he does is he creates an event and he invites everyone there to look at fashion shows. So, when people go to cafes to look at football, he does that with fashion. So, and it was a huge success. So he has like thousands of people coming. And yeah, he actually approached us to say like, hey, I want to, for the first time, get a fashion show to my watch party. So that's what we did, and we did at the Théâtre de Châtelet. And yes, it was a success so far. So yeah, I'm really happy.
Donc cette semaine, un agenda très chargé évidemment pour Zomer et pour Daniel, avec un défilé et en plus de cela, si je puis dire, une association avec un influenceur, TikToker, journaliste qui s'appelle Lias, L-Y-A-S, vous pouvez regarder son travail, c'est évidemment passionnant, qui organise depuis quelques saisons des watch parties, donc des événements dans lesquels on regarde collectivement un défilé de mode et ça devient quelque chose de beaucoup plus démocratique et beaucoup plus festif. Et donc il a invité pour la première fois une marque à s'associer à ce type d'événement-là, et c'était Zomer, donc au Théâtre du Châtelet, avec l'organisation d'un événement en partenariat avec Lias. Yeah. And what is nice about that platform is that he's making it accessible to everyone, because of course, like fashion can be quite elite, and he's breaking those walls. And I would like to have Zomer to be also accessible. Mhm. So for me, it was a really natural collaboration. C'était une collaboration naturelle, puisque donc la motivation de Lias, c'est de casser ce côté très élitiste de la mode et de la rendre plus démocratique, et c'est aussi une valeur que partage la marque, donc ça faisait complètement sens de collaborer. Dernière question, last question maybe for now. You settled in Paris, vous vous êtes installé à Paris. Quels sont un peu les avantages pour un designer de mode international aujourd'hui d'être présent dans notre ville? Yes, no, of course, it's the truth, but Paris is the fashion capital. So when I've moved back here, I of course, like I had already a lot of experience. I grew, I was more confident, and I felt like at home in Paris. And then when you're closer to the fire, it's good for network. You can go to the events, you can speak to people, you can and you have the biggest brands here. So yes, it's just the center of fashion. So if you start a brand, I think it's good to be in Paris. Especially as you have so much history here, and from the Japanese designers to the Belgian ones. So it's for me, it was just a very logical step to grow here. And it's also, I don't know, once you have, for example, if you look at Asia, they have some sort of appreciation, and then Paris has a certain prestige. So that helps also brands to sort of have a stamp of approval almost. So, yeah. Donc il y a plusieurs éléments évidemment qui expliquent la présence et le choix de Daniel de s'établir ici. La première chose, c'est que c'est vraiment une ville de mode, une ville reconnue évidemment pour sa position centrale dans l'écosystème de la mode. L'inspiration quand même aussi de la ville et le rythme de vie particulier qu'on peut avoir aussi. Et c'est aussi quand même un cachet de crédibilité, on va dire ça comme ça, d'être installé depuis Paris aux yeux du public international, notamment en Asie. Paris est toujours vu quand même comme effectivement une ville en avance en termes de création, et donc ça rejaillit positivement. On pourrait parler, comme les économistes, d'externalités positives pour une marque d'être présente à Paris. Yeah, I do have to say though, of course, like now I'm in Paris, and it's been now 4 years, and fashion is so international, so I'm almost not forced to speak French. But that's changing. I'm going to class. It's at school, the Sorbonne. You understand French. I know you understand. Yes, I understand it, but now I have to speak it. So I'm going 6 hours a week. So I'm getting there. Maybe one more thing. So Xavier disait tout à l'heure qu'effectivement pendant la Fashion Week, des acheteurs du monde entier viennent. Donc c'est des acheteurs qui représentent en général des boutiques, des grands magasins, des grandes plateformes, et qui expliquent que finalement même une marque assez jeune, basée à Paris, va avoir une visibilité internationale et une distribution internationale. Et c'est évidemment le cas de Zomer. So can you mention maybe your stockists in the world, Yes. and the share of your international sales compared to what you do in France? Yes. So at the moment, our biggest clientele is America. We have there we sell in 4 stores. Then we have a couple in Japan and in China, and then also in Europe. We sell at Galeries Lafayette. So yeah, in percentages, is really for us at the moment is let's say 50 in America, which is very surprising to me, because the brand is quite niche in the feeling of it. It's quite colorful, and not a lot of people dare to wear a lot of bright colors.
So it was very surprising to me. But yeah, we try to, and also especially what is going on now in the world, we try to put our sort of focus on Europe and in Asia. Donc oui, les grands clients de Zomer, c'est les États-Unis en numéro 1, quasiment la moitié du chiffre d'affaires, le Japon, la Chine. Donc on voit qu'effectivement, même une petite structure peut trouver, à travers justement ce rôle de plateforme de Paris, un écho à l'international. Et Daniel était surpris justement de cette exposition aux États-Unis au regard de l'esthétique et de ce marché qu'il n'anticipait pas forcément. Et on a toujours parfois même des surprises de la part du marché, entre guillemets, qui répond de façon inattendue aux propositions créatives. On parle d'installation à Paris. Milly, vous êtes dans un scénario différent, mais vous faites quand même venir des talents internationaux à Paris. Comment est-ce que vous les accompagnez? Est-ce qu'il y a justement cet aspect dont on parlait un peu multiculturel à gérer, avec parfois des incompréhensions ou des approches évidemment différentes? Ce n'est pas évident, c'est vrai, surtout quand on ne parle pas la langue. Donc, la première chose que nous faisons chez Vuitton, c'est de donner des cours de langue, de français. Tu n'es pas resté assez longtemps pour pouvoir apprendre. Mais normalement, ils ont tous des cours de langue et ensuite des journées d'intégration. Très important pour tous les recrutés. Déjà pour pouvoir avoir cette sensation de promo, se connaître les uns et les autres, des autres départements. C'est très grand, Vuitton. Rien que au siège, nous sommes à peu près plus de 2000 personnes. Donc c'est vrai qu'on se sent perdu. Déjà, on est loin de chez soi, on se sent un peu perdu. Et si en plus on ne parle pas la langue, c'est pas facile. Il peut arriver avec nos voisins proches. Par exemple, j'ai déjà recruté des Italiens qui ne parlaient pas du tout français. Ils ont beaucoup souffert à Paris. Donc, ce n'est pas ceux qu'on imagine qui vont souffrir le plus parfois. Mais donc, ces journées d'intégration sont hyper appréciées et importantes. Nous faisons beaucoup d'ateliers de formation, notamment pour... vous savez, pour la partie diversité, inclusion, pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne, pour enlever les biais stéréotypes, pour essayer de faire, surtout quand ils deviennent managers, pour recruter d'une manière sans discriminer. Donc tout ça est fait d'une manière assez régulière chez nous. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé faire plus. Malheureusement, c'est pas aussi simple. Nous sommes en train d'essayer de faire comment s'appelle ça, des partenaires, des gens qui peuvent être parrains, des gens qui arrivent, des mentorats d'un autre styliste d'un autre département, qui puissent parfois on est isolé tout simplement, parce qu'on est loin de sa culture, de son pays, et d'essayer de faire un cycle un peu plus proche d'amitié comme ça. Pas forcément avec ceux qu'on travaille, mais d'un autre département, d'un autre métier. Merci encore Milly. On va s'approcher gentiment de la fin de la discussion, mais j'ai encore un dernier sujet pour vous avant de prendre vos questions. Donc n'hésitez pas à entrer en contact direct avec nos panélistes et je suis sûr qu'ils se feront un plaisir de vous répondre. Dernier sujet, c'est évidemment le digital, l'IA et tous les outils qui aujourd'hui évidemment transforment notre monde en village entre guillemets. Est-ce que c'est une opportunité ou une menace pour la création? On a vu dans certains univers, comme l'architecture d'intérieur, par exemple, une certaine forme de standardisation des goûts qui était notamment impulsée par ces outils-là. Est-ce que c'est un risque que court la mode aujourd'hui? Je vais vous poser la question à tous les trois. Ou est-ce qu'au contraire, ces outils ont déjà permis de révéler plus de diversité, plus de pays, plus d'esthétiques différentes? Alors, je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Je peux commencer. Je trouve qu'effectivement, les réseaux sociaux ont fait qu'on trouve certaines tendances un peu dans le monde entier les mêmes. Ça, c'est vrai. Pinterest, c'est pour ça que nos designers ont le prix d'aller chercher, faire des recherches sur les bibliothèques, sur les musées, et autrement que sur des images digitales. Mais ça, c'est vrai qu'il y a eu une espèce de standardisation de goût, un peu, et même de la part des clients aussi. Par contre, il est vrai que le côté IA, non, on peut parler du côté intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle va être utilisée en relation avec sa propre culture et je pense que ça va être un outil puissant qui va faire la différence.
au lieu d'uniformiser, j'espère, parce que c'est quand même un apprentissage de parler avec une machine. Et donc, chaque culture va faire d'une manière comme elle sait faire. Et la partie créative va être liée un peu à la personne, donc à la culture. Et donc, je pense que là, on va voir peut-être une différence plus large que les réseaux sociaux en soi. Un message plutôt optimiste. Adrien. Alors, je pense qu'on peut avoir une réponse mitigée. Enfin, je comprends qu'on puisse faire l'hypothèse que, à partir du moment où tout le monde est soumis plus ou moins aux mêmes images, on pourrait observer une standardisation esthétique ou une uniformisation esthétique. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce qui me marque quand même quand on regarde la mode ultra contemporaine, c'est que à l'heure où effectivement tout le monde est soumis à ces mêmes images, on a aussi beaucoup de créateurs qui tentent de de montrer leurs identités, qui ont accès à des informations, qui ont accès à Paris et qui essaient quand même de produire une sorte de mode. Alors je sais pas, peut-être que les économistes ou les sociologues sont plus familiers du thème, mais globalisés, quoi. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a l'émergence d'une mode globale. C'est justement un retour, justement, comme on a vu le digital renvoyer beaucoup de clients vers le magasin physique, parce que justement, le digital ne peut pas tout. Est-ce que tu penses que c'est un mouvement de balancier? Peut-être. Et si on regarde ces 10-15 dernières années, si on prend des créatrices comme Grace Weisbonner qui pensent, elles, directement l'hybridation culturelle, notamment entre la Grande-Bretagne et les Caraïbes. Si on prend, j'ai noté TB Magougou sur l'Afrique du Sud, là d'autres jeunes marques, Créole par exemple, dont le nom renvoie quand même à cette idée de créolisation et d'hybridation des références, Kartik Research aussi pour l'Inde. Donc j'ai l'impression que quand même, effectivement, on pourrait se dire qu'il y a une uniformisation, mais que quand on regarde plus précisément, on a quand même beaucoup de créateurs qui jouent beaucoup sur leurs identités, et sans doute que Zomer, c'est peut-être aussi un peu le cas. Et quant à l'IA, alors il est un peu tôt peut-être pour se prononcer, surtout que l'IA dans la mode commence tout doucement à intéresser les designers, mais pareil, quand on regarde certains outils utilisés, et là je sais qu'il y a eu des projets à l'IFM avec un outil qui s'appelle Limn, qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Tobias Rees, et qui en fait est une sorte de moteur qui va hybrider des images constamment. C'est une sorte de voyage psychédélique en fait, digital, et en fait vous promptez en temps réel, etc. Et ça a une capacité d'hybridation qui est bien plus importante que la capacité humaine. Donc avec ça, on pourrait se dire qu'on pourrait créer des choses différentes. Je sais que vous avez fait des prints chez Zomer lors de la dernière collection, donc peut-être que on pourrait là atteindre des nouvelles formes, quoi. Daniel, about digital and AI, so Yes. are you more optimistic on the capacity of these tools or pessimistic? No, for sure. Of course, in the beginning, it's a bit scary, because it's unknown. But I feel like, when the digital camera just arrived, all the photographers that did film were, okay, this is over, and now it's just part of the creation. So I am not afraid for this change. And indeed, we used it now for Zomer. The last season, I found a lot of prints, in vintage scarves. So what we did, we scanned them in, and I put it in AI to mix it. And of course, you have to. It's not like, oh, it comes out and it's beautiful, or you need to tweak it. You need to keep speaking to it, and you have to have the references also. So everyone, because some people are saying then, it will be the same, everyone will have the same design, but that's not true. You really everyone has their own references, and you can make it into what you like. So we experimented the first season now for the prints, and I'm optimistic about this. Donc, le point de Daniel, c'est de dire finalement c'est un outil nouveau et qui au début peut faire peur, mais qui va, on l'avait vu avec le numérique dans l'univers de l'image, s'intégrer progressivement aux pratiques. Et Zomer a donc mis en place d'ailleurs une utilisation de l'IA à partir d'imprimer sur des carrés, des écharpes vintage finalement, pour créer de nouveaux motifs. Le tout évidemment
c'est la maîtrise de cet outil, les références qu'on peut mettre derrière. Donc, encore une fois, c'est une notion d'apprentissage qu'on va retenir, mais au global, Daniel est plutôt optimiste aussi. Mais qu'en est-il du client? Milly pointait un point sur le fait qu'effectivement, quand même, du côté des consommateurs, une certaine forme de similitude pouvait émerger à force de voir encore une fois les mêmes images. In terms of customer, on the customer side, since they see maybe the same images, do you think there will be a tendency towards a form of standardization of taste, or on the contrary, do you think that you have your soulmates all over the world and that digital will help you to reach them? Yeah, that's an interesting question, because on one hand, I feel like the whole sort of globalization makes culture smaller. So, for example, when I was living in New York, I was living in Harlem, and it's Spanish like infused neighborhood. But you see, because of this sort of in like globalization, it became like the buildings became all of a sudden gray. The cars that are there like are black and white, and they take out sort of the heritage and culture, and that I find a bit sad. So, you know, like with Zoma, we try to bring culture back through, like, my team is super international. I have Macedonians, Turkish, German, Chinese, French, and I really try to pick their brains to get their inspirations, because they're unique, and I feel like we need to keep doing that, because otherwise it's just going to be a whole gray world, you know, like concretes, I mean, beige, navy, and I mean, kind of boring. Donc, thank you. Voilà, Daniel se rappelait un souvenir personnel quand il était à New York, à Harlem, progressivement d'un quartier qui a perdu son identité, qui était très marqué par une culture espagnole, qui progressivement est devenu, voilà, on va dire beige, en béton et comme partout ailleurs. Et c'est un peu contre quoi il se bat au sein de Zomer, avec une équipe vraiment multiculturelle pour mettre plus de gaieté, de joie de vivre, de couleurs, et éviter, voilà, cette convergence vers le beige, le bleu ciel et le bleu marine, qui est un risque évidemment qui peut exister si on écoute uniquement le consommateur. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des créas qui nous montrent d'autres choses. Voilà, je crois que c'est une plutôt bonne conclusion. Avant vos questions, donc voilà, merci de votre attention, merci à tout le monde d'avoir participé à cette table ronde. Est-ce qu'il y a des questions pour Milly, Adrien, Daniel? Oui, sur votre gauche. Bonsoir. Merci. Je suis impressionnée. Je découvre en fait votre fonction et j'imaginais pas la taille d'un studio aussi conséquente chez Louis Vuitton. Je comprends la valeur ajoutée d'une équipe multiculturelle et j'étais curieuse de savoir en fait si vous avez vous une stratégie pour faire ce casting. Est-ce qu'il s'agit de faire rentrer des profils dans le moule Vuitton, ou est-ce qu'on se dit quel est l'équilibre qu'on veut? Est-ce que là il y a trop d'Italiens, il faut plus d'autres choses, et est-ce qu'on laisse en fait ce studio comme un peu, je le vois un peu vraiment comme un poumon et un organisme pour la marque, peut-être faire bouger les lignes de la marque, voir si ça nous amène ailleurs, ou est-ce qu'il y a un DA en fait qui a son mot à dire? Alors, il n'y a pas vraiment une stratégie, on ne choisit pas vraiment. Donc, c'est vrai que je voyage beaucoup, j'essaye d'avoir un panel de candidats les plus diversifiés possible, mais c'est vraiment le head design, le senior design, le design director qui décide. C'est vraiment, après, il y a beaucoup d'humains, hein, c'est aussi l'affinité qui compte, c'est pas seulement le book, c'est vraiment comment, dans l'entretien, ça va se passer, l'entente. Tous les soft skills qui sont hyper importants parce qu'ils vont passer la plupart de leur temps ensemble. Donc, mon rôle, c'est plutôt de faire un panel de candidats les plus larges et les plus diversifiés possibles. Mais c'est sûr que après, c'est pas du tout calculé. C'est vraiment très ouvert. Et s'il y a trop d'Italiens ou trop de Français ou trop d'Allemands, bah, c'est comme ça et c'est pas autrement. Merci. Une question devant? Ouais, ou peut-être derrière aussi.
Alors déjà, merci beaucoup pour toutes vos explications et votre présentation qui était extrêmement claire et synthétique, ce qui est un exercice pas facile. Pour me présenter très brièvement, je suis journaliste indépendante, je tiens un podcast qui s'appelle Décousu et j'ai reçu notamment Gilda pour parler de toutes ces questions. Donc si jamais ça vous intéresse de creuser ces questions, vous pourrez aller voir sur l'Instagram de Décousu Podcast. Mais la question que je voulais avoir, alors elle va être assez charnue, donc je vais essayer de la synthétiser et elle est malheureusement très actuelle. C'est-à-dire que, effectivement, en introduction, on a parlé du fait qu'aujourd'hui, Paris reste la capitale de la mode, sachant qu'elle est effectivement pas la capitale de grand-chose. Et là, d'un point de vue vraiment en termes de conversation avec les élites et les élites à venir, dans un monde qui, en termes de géopolitique, est en profond bouleversement, notamment d'un point de vue occidental, je réfléchis beaucoup sur, en fait, quel va être le rôle à jouer de la création et de vraiment l'esthétique culturelle occidentale et surtout française par rapport à ces futures élites. Je prendrais pour exemple, malheureusement qui est extrêmement actuel, en 1971, il y a eu la célébration des 2500 ans de l'Empire perse par donc, le Shah Reza et donc tous les cuisiniers étaient français et sa femme, lors de leur mariage, était habillée par Saint-Laurent. Et en fait, des exemples qui montrent que quand il y a des nouvelles élites qui montent, il y a une volonté de se tourner vers la France. On pense évidemment à Jackie Kennedy, etc., Taylor Chanel, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que de plus en plus, les nouvelles élites veulent se constituer une esthétique contre l'Occident. Donc, je pose la question de me dire, en fait, est-ce qu'il y a un risque que de façon politique décidée, les nouvelles élites qui ont donc le pouvoir d'achat mondial sur notamment le luxe, donc pas la mode, mais vraiment le luxe, vont vouloir créer une identité nationale créative avec leurs valeurs. Enfin, on voit ce qui se passe avec notamment Kim Jones en Chine, etc., pour vraiment contrer en fait la proposition créative en France et créer une création qui soit vraiment locale, culturelle. Alors, je ne sais pas si tu voyais, mais effectivement, on parle là de soft power, on est en plein dans le sujet. Effectivement, on le touchait brièvement tout à l'heure avec Milly, mais de façon concertée, certains pays investissent, comme on le disait, sur le secteur de la mode pour faire pousser des designers locaux à l'international et effectivement, comme vous le dites, défendre une esthétique différente avec un autre héritage, d'autres savoir-faire et ainsi de suite. Ça, on y est déjà, si je puis dire, que ce soit au Moyen-Orient, en Chine, etc. Et il y a même parfois des stratégies orchestrées, on le sait, un peu de critique envers les marques occidentales, qui sont d'ailleurs des campagnes plus ou moins fausses, pour justement essayer de mettre une pierre dans le jardin de l'adversaire. Donc, je dirais que c'est effectivement une réalité sans être complotiste ou quoi que ce soit, qui est le cas. Est-ce qu'il faut le voir comme une menace réelle? On va dire quand même que Paris a une puissance, une visibilité, une histoire, et surtout, Paris attire toujours. Donc, quelque part, notre chance est de continuer à accueillir ces talents-là, de faire en sorte qu'il n'y ait pas une esthétique occidentale, mais plein, et que finalement, le registre et la diversité que propose la Fashion Week à Paris, c'est quand même la preuve qu'on est en capacité de porter toutes ces voix-là et toutes ces esthétiques-là. Donc, je ne raisonnerai pas forcément en termes de choc des cultures, mais plutôt en termes de capacité qu'on a d'accueillir. Donc, ça nous pose des questions sur justement l'accueil des talents internationaux, sur notre rôle aussi en tant qu'école, en tant qu'entreprise, pour continuer à accueillir ces esthétiques-là. Mais face à nous, c'est sûr qu'il y aura des pouvoirs économiques colossaux, que ce soit la Chine ou les pays du Golfe, ils ont des moyens colossaux pour soutenir leurs industries. Et voilà, l'entrée de gamme en a fait les frais. Aujourd'hui, on peut dire quand même qu'en termes de création et de luxe, on a quand même quelques atouts dans notre jeu. Il ne faut pas les bazarder, mais on peut en tout cas, je dirais, jouer ce match. Oui, elle les cherche globalement. Ouais. Moi, j'allais rajouter, il y a aussi le côté représentatif. Par exemple, quand une première dame utilise une marque, elle sait que toute cette marque-là va être... donc, Kate Middleton, quand elle utilise que des marques anglaises, parce qu'évidemment, elle sait son rôle. Pareil pour Michelle Obama, elle mettait que des marques américaines. Faut pas se leurrer. Donc, tout ça, pas parce qu'elle n'a pas envie peut-être d'utiliser Chanel ou Dior ou Louis Vuitton, mais tout simplement par représentation de son pays. Donc, il y a beaucoup de ça aussi. Tu te représentes, tu représentes ton pays. Donc, voilà. Absolument. Une dernière question peut-être ? Bonsoir, merci, c'était très intéressant. Alors, moi, je suis un profane de cet univers, donc j'ai appris beaucoup de choses. Je voudrais savoir ce que vous répondez aux gens qui ont un œil critique sur l'univers de la mode, qui est
à la base le mien, mais bon là on va dire que c'est un petit peu évolué, mais bon, quoique. Donc qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que c'est un peu l'emblème, le parangon du superficiel, du m'as-tu vu, de la surconsommation, du paraître, etc., etc., etc. Qu'est-ce que vous répondez? Merci. Moi, je peux dire que je pense que c'est la première chose qu'on porte pour montrer aux gens ce qui nous sommes. C'est pas du paraître, c'est être, pour moi. Franchement, et aujourd'hui, le luxe et la mode est accessible à tout le monde. Donc, si on veut, si on aime cela, on peut accéder facilement à un luxe abordable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la mode, c'est la première chose qu'on veut montrer aux autres qui nous sommes, franchement. Oui, et il y a beaucoup de paradoxes dans cette industrie. Il y a le meilleur comme le pire. Et on ne va pas nier le fait qu'effectivement, il y a des pratiques qui sont plus que discutables, mais on ne peut pas. Il y a le bébé, il y a l'eau du bain. Donc, évidemment, on n'est pas naïf sur le comportement de certaines entreprises et certaines stratégies qui sont délétères. Mais pour autant, il y a tellement de beauté dans la préservation des savoir-faire, dans la promotion des jeunes talents, que voilà, il faut que chacun s'arrange avec sa conscience en se disant voilà, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et quand même, on peut dire qu'en tendance, cette industrie, notamment en Europe, fait des efforts pour limiter son impact négatif. Donc c'est un chemin, mais encore une fois, on corrige des excès souvent. Ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte à un moment donné que tel modèle va trop loin, tel modèle, et encore une fois, Gilda a parlé de prédation de certains, c'est le cas, hein, certains modèles vont trop loin, et il y a quand même une réponse qui met quelques années sans doute, parfois à se mettre en place, mais voilà, c'est un chemin, c'est itératif si vous voulez. Donc globalement, quand même, la trajectoire qu'on a prise en Europe est plutôt plus vertueuse en termes de préservation du savoir-faire, de l'emploi, de l'environnement. C'est pas le cas de tous les pays, mais encore une fois, l'Europe veut faire, encore une fois, on va dire, une preuve d'exemplarité. Donc c'est ce qui est en train de se passer. En tout cas, à l'heure actuelle, il y a peu d'entreprises européennes qui sont des voyous et qui mériteraient d'être traduites en justice. Donc, et puis en même temps, encore une fois, on a Daniel, on a des gens comme Milly, on a des gens passionnés, beaucoup de richesses, un savoir-faire qui se transmet depuis, c'est une des plus vieilles industries du monde, hein, le textile et la mode. Donc, il y a une certaine forme de beauté quand même qui mérite d'être préservée, à mon sens. Oui, par ailleurs, pour répondre à cette question, je pense qu'il est utile de vous intéresser aux autres modèles, aux modèles alternatifs qui ont été tentés ou qui ont existé et qui ont quand même chacun, à mon avis, un problème avec une idée très large de la liberté, qu'elle soit corporelle, économique ou politique. Et donc, je rejoins assez Franck en disant que, effectivement, l'industrie de la mode au sens large est sans doute critiquable à bien des aspects. Elle tente de se corriger, mais surtout, j'ai l'impression que c'est le moindre mal, quoi. En tout cas, moi, pour m'y être intéressé, en tout cas en France, idéologiquement, toutes les critiques de la mode historiquement ont quand même été assez discutables, soit très conservatrices, soit réactionnaires. Ça arrive souvent aussi. Donc voilà, je pense qu'il faudrait se poser aussi la question de quel autre modèle ont existé et souvent ils sont quand même pas très encourageants, à mon avis. Parfait. Donc, je vous propose de conclure sur ces propos. Oui, un petit mot quand même pour remercier parce que entre la conférence de Gilda qui a ouvert et puis cette table ronde assez incroyable, ça ouvre plein de pistes. Donc c'était un vrai plaisir de faire cette soirée en partenariat avec l'IFM et on est déjà en train de réfléchir qu'on retrouvera l'IFM certainement la saison prochaine autour d'un autre grand sujet pour eux, ça sera l'innovation, je vais les laisser réfléchir comme ça. Wow. La soirée se poursuit. Pour répondre peut-être aussi à la dernière question, si vous voulez jeter un œil, parce qu'on a également les ateliers qui se passent en fait au sein du parcours, où justement comment on peut repenser autrement la mode,
sa façon de durabilité, cette réflexion d'un vêtement troué n'est peut-être pas un vêtement à jeter, donc il y a plein d'autres choses. Je vais divulgacher quelque chose, mais ils ont quand même fait de la couture sur feuille. Alors moi, voilà, on a commencé par de la couture sur feuille dans l'atelier. Un grand merci à vous, un grand merci à LFM encore pour cette soirée. La saison mondialisation se poursuivra au mois d'avril, parce qu'on a encore un dernier chapitre à fermer, dirons-nous, et le festival Devenir reviendra aussi également sur certains éléments de zone de consommation et de notre consommation, entre autres vestimentaire. Merci encore, merci à nos 4 invités, merci à Gilda et merci à l'AFM pour ce partenariat.